Le test de Friedman à mesure répétée est l'alternative à l'ANOVA pour échantillon apparié, l'ANOVA à un facteur pour échantillon apparié, lorsque les données de la variable dépendante quantitative ne suivent pas une distribution normale. C'est pour cette raison que nous reprenons le même exemple qu'on a utilisé dans l'ANOVA à un facteur pour échantillon pour mesure répétée. Donc c'est le même. Il s'agit de comparer les scores réalisés en conception bioclimatique par un groupe d'étudiants en architecture 3 fois. Dans un premier temps, les étudiants n'ont reçu aucune directive, aucune exigence particulière, pas de cahier des charges. Dans un deuxième temps, les étudiants ont reçu un cahier des charges précis, spécifiant les exigences bioclimatiques à réaliser. Dans un troisième temps, en plus du cahier des charges, les étudiants reçoivent une assistance sous forme d'un logiciel d'aide à la conception bioclimatique. Donc c'est le même exercice et le même exemple. Et cet exemple permet de tester les effets d'autres éléments sur la prise en compte des paramètres climatiques en conception architecturale. Pour appliquer le test de Friedman à mesure répétée, le test de normalité s'impose et doit démontrer que les données ne suivent pas la loi normale. Le tableau des variables dépendantes et indépendantes est le même. On a le score en conception qui est une variable quantitative. Donc on le mesure 3 fois sur le même échantillon. Et la variable indépendante, c'est les différents niveaux de mesure. 3 niveaux en fait. Score en conception sans cahier des charges, avec cahier des charges et avec cahier des charges et système d'aide à la conception. La question c'est la même. Le rajout donc d'un cahier des charges et d'un logiciel d'aide à la conception affecte-t-il la conception architecturale en matière d'intégration des paramètres bioclimatiques? L'hypothèse nulle stipule que non, stipule une égalité des moyennes dans les 3 mesures, mu1 égale à mu2 égale à mu3. L'hypothèse alternative stipule donc le contraire. Et pour vérifier si les données suivent la courbe normale ou non, on va procéder à l'analyse. Donc on clique sur analyse, statistiques descriptives et explorer. Et on va mettre les 3 mesures, les 3 variables dans la liste des variables dépendantes. Voilà. Pour les statistiques, toujours un intervalle de confiance pour la moyenne à 95%. On va laisser la chose telle quelle. Pour les tracés, donc un histogramme. Et des tracés de répartition gaussien avec test qui vont nous donner une idée sur la distribution des données. Pour les options, comme on n'a pas d'observation manquante, on va laisser tel quel. Et on clique sur OK. Le logiciel nous donne dans un premier temps un récapitulatif de traitement des observations et des statistiques descriptives. Mais on va aller directement au test de normalité. Comme toujours, on a 2 tests de normalité, celui de Kolmogorov-Smirnov et celui de Shapiro-Wilk, qui donnent des résultats assez proches, même si celui de Kolmogorov-Smirnov donne des significations statistiques très basses. Donc pour le score conception intégrée sans cahier des charges, donc la première mesure il donne 0,000 et idem pour la deuxième mesure et pour la troisième mesure. Les chiffres donc donnés par la signification statistique de Shapiro-Wilk est légèrement plus élevé, mais toutes les deux restent très en deçà de la référence de 0,05. Et ce qui permet de conclure ici que on ne peut retenir l'hypothèse nulle, à savoir que la normalité des données, l'hypothèse nulle est donc rejetée et on conclut facilement à la normalité, avec un A, la normalité des données. Donc les données ne suivent pas la courbe normale, la courbe en cloche connue. Les histogrammes confirment cette tendance. Si on double-clique et on dessine la courbe de la normalité, on s'aperçoit que les données, effectivement, ne suivent pas de manière bien prononcée la courbe de la normalité, du moins pour certaines données d'entre elles.
il y a une dispersion aussi autour de la droite du tracé QQ normal. Donc on le voit sur les trois mesures que les courbes ne suivent pas la normalité. Voilà, donc on peut conclure que les données en présence sont des données qui ne suivent pas la normalité et par conséquent l'utilisation du test de Fruedman pour mesure appariée est amplement justifiée. Pour la détermination du test de Fruedman pour mesure appariée, on en a trois ici, on va vers analyse. Bon, on a il y a deux façons d'effectuer le test de Fruedman pour mesure appariée. Et les deux figurent dans le menu test non paramétrique. Et donc sous test non paramétrique, on peut soit choisir échantillon lié à ce niveau-là, soit aller dans boîte de dialogue ancienne version et choisir cas échantillon lié. On va commencer par le premier, donc échantillon lié. Et les objectifs, donc on va laisser les choix par défaut. J'ai déjà intégré les données, je vais réinitialiser et donc intégrer les données dans le champ de test. Pour les paramètres, les options du test, je vais laisser le niveau d'importance à 0,05% et l'intervalle de confiance à 95%. Et les valeurs manquantes, on n'a pas de valeur manquante, donc on va ignorer. Pour le choix du test, comme je ne vois pas donc le test de Fruedman pour mesure appariée dans ces différents choix, ici, il n'y a que le test de Fruedman ANOVA à deux facteurs, donc qui ne nous concerne pas. Je vais laisser le logiciel choisir des tests automatiquement en fonction des données. Et je vais cliquer sur exécuter. Effectivement, dans le volet test paramétrique, donc le logiciel fait un récapitulatif du test d'hypothèse et nous donne tout de suite le résultat. Donc la signification statistique elle est de l'ordre de 0,000, largement inférieur à 0,05, le seuil de référence, et ce qui fait que effectivement le test de l'analyse de variance à deux facteurs par classement de Fruedman d'échantillons associés, stipulant par hypothèse que les distributions de score, conception intégrée sans cahier de charge, conception intégrée avec cahier de charge et conception intégrée avec cahier de charge et logiciel data conception sont identiques, cette hypothèse est rejetée. Donc la décision c'est de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure à la différence significative entre les moyennes des différentes mesures effectuées dans la distribution. Bien entendu, comme on vient de le vérifier, est une distribution qui ne suit pas la courbe normale. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième, c'est d'aller toujours sous test non paramétrique et de choisir cas échantillon lié sous boîte de dialogue ancienne version. Et donc, cas échantillon lié, donc cas échantillon lié, donc je vais mettre les variables à tester dans cette case, des variables à tester, et pour cette boîte de dialogue, donc je vais ignorer. Pour les statistiques, donc on va cocher les caractéristiques et cliquer sur poursuivre. Le test de Fruedman est sélectionné par défaut, donc je vais laisser, c'est le test dont on a besoin, et je vais cliquer sur OK. Donc ça nous donne dans un premier temps des statistiques descriptives avec des moyennes, des écarts types, des minimums, des maximums, et on voit au niveau des moyennes la différence entre la première mesure, la deuxième mesure et la troisième mesure. Idem, l'écart type ne change pas, et les minimums et les maximums changent aussi, bien entendu. Pour le test de Fruedman proprement dit, donc on a les rangs moyens pour chaque distribution et le test statistique
donne donc pour n 30 individus, c'est la taille de l'échantillon, un qui carré de 60 avec 2 degrés de liberté et une signification donc asymptotique de 0,00 qui est largement inférieure au seuil statistique de référence de alpha 0,05. Donc on peut conclure à la différence significative des moyennes entre les trois mesures. C'est le test de Fruedman effectué sur des données qui ne suivent pas la courbe normale.